qui, du coup, on serait pas là ce soir. Donc vous reconnaissez toutes les toutes. Pour commencer le meeting, moi je voulais rappeler 3 chiffres. 3 chiffres dont on parle pas assez, je pense, et pourtant ils posent le contexte. Depuis 2020, les 1% les plus riches en France captent 63% des richesses produites. Qui produit les 63% de richesses? C'est nous, c'est pas eux. Depuis 2020, les 10 premiers milliardaires français ont gagné 189 milliards d'euros pendant qu'on était confinés. Et avec une fortune de 179 milliards d'euros, Bernard Arnault est l'homme le plus riche de la planète. Voilà. Sa simple fortune à lui est l'équivalent de la fortune d'environ 20 millions de Français et de Françaises. La honte. Et ces chiffres-là, c'est pas moi qui les donne, hein. C'est Oxfam France. Ils ont sorti un rapport en janvier 2023. Je vous invite à taper Oxfam France sur Google et vous allez tomber sur Internet et vous allez tomber du coup sur ce rapport qui vaut vraiment le détour. Dernier chiffre, 15 milliards d'euros annuels. À votre avis, qu'est-ce que c'est? 15 milliards d'euros annuels. C'est la paye à ma. C'est ce que cette réforme devrait rapporter d'après les économistes qui ont tous un à un débunké cette réforme. Macron sur TF1 mercredi, il nous menaçait. Si vous continuez à vous opposer à cette réforme, c'est vos enfants qui vont payer la retraite des plus âgés. Mais je viens de démontrer quand même. Qui doit payer la retraite des travailleurs et des travailleuses? C'est les milliardaires. Et les cotisations. Bon, en tout cas, en parlant de Macron. En parlant de Macron, là je vais faire quelque chose dont vous n'attendez pas. Je trouve quand même qu'il fait des choses formidables et je veux lui rendre hommage ce soir. Non mais écoutez, arrêtez, il faut rendre à César ou Néron plutôt ce qui est à Néron. Macron a fait 4 choses formidables, enfin il doit y en avoir d'autres, mais moi j'en ai noté 4. La première, c'est qu'il a beau nous prendre pour des idiots et parler de pédagogie partout. Chacun et chacune ici, on est au clair sur la réforme des retraites, là où avant c'était qu'un petit truc d'experts et d'économistes. On est tous au clair sur ce qui se joue aujourd'hui. Hier soir, j'étais au bar avec des amis qui sont au fond de la salle. Il y avait plein de groupes d'amis autour. Alors des gens que j'ai pas l'habitude de voir en manifestation, disons. Ils étaient en train de parler de 49.3, de motion de censure. C'est ça le sujet des copains, des familles aujourd'hui. Tout le monde est au clair sur ce que c'est un 49.3, une motion de censure, la réforme des retraites, le prix de notre avenir. Deuxième chose qu'il a réussi à faire, Macron, c'est qu'il a réussi à mettre les conditions de ce qu'on attendait depuis longtemps. Une intersyndicale unie depuis le 19 janvier. Une intersyndicale unie et forte et qui montre surtout aucun signe de faiblesse, longtemps après. Syndiquez-vous les jeunes, on a besoin de vous dans la rue, dans les jeunes et les moins jeunes, hein, parce que la France, elle tourne grâce aux travailleurs et travailleuses. C'est pour ça que Macron ne va pas pouvoir s'opposer à nous longtemps. Le capitalisme, il tourne grâce à nous. Donc enfin, voilà, l'intersyndicale unie. Troisième chose qu'il a réussi à faire, d'après moi, c'est que depuis jeudi soir, tous les soirs, on a des mouvements spontanés à Paris qui se mettent en marche. Donc depuis le 49.3. 49.3 qui, du coup, a intensifié la lutte. D'ailleurs, c'est symbolique, hein, mais ce 49.3, c'est le 11e sous Macron, le 100e de la 5e République. Et je sais que chacun et chacune d'entre vous ici se disent, bah justement, est-ce que le 100e, c'est pas le dernier? Ou alors 49.3 populaire, hein, on a vu ça partout. Bon, voilà. Donc d'ailleurs, on entend dire partout que ce sont des casseurs dans les rues de Paris, mais même aujourd'hui j'entendais Force Ouvrière, le syndicat Force Ouvrière Police, qui était en train de débouquer lui-même les argumentaires des journalistes, des pseudo-éditorialistes et du macronisme, qui dit mais non, en fait c'est tout le monde, c'est beaucoup de jeunes, mais c'est aussi tout le monde. Des camarades, et je pense, chacun et chacune d'entre nous ici, on a beau entendre casseur, on s'identifie beaucoup à la personne qui se fait rouler dessus par la brave M, aux femmes qui se font agresser sexuellement pendant leur...
pour reprendre ces mots, à réunir une belle foule comme on est ce soir. Une belle foule où tous les âges, tous les genres, toutes les professions se mélangent. Et regarder les gens, les visages, les profils, les messages sur les pancartes en manif, c'est tellement enthousiasmant. Et c'est ça aussi qui nous fait revenir à chaque fois. Donc merci Macron, il a réussi à réunir une belle foule, celle du peuple uni contre un gouvernement totalement déconnecté du réel. Ce que je veux dire aussi ce soir, c'est que ce mouvement, il a commencé par une intersyndicale unie contre la réforme des retraites. Et aujourd'hui, on le voit par rapport à tous les visages qui sont ici, à Brest et partout. C'est aussi devenu un mouvement, celui de la lutte pour la démocratie. Donc, moi, je me demande aujourd'hui, est-ce que c'est la fin du règne des milliardaires? Malheureusement, bon, ils détiennent presque tous les médias, hein, ils ont les sous, nous on a le nombre. Par contre, est-ce que c'est la fin du règne du macronisme? Je passe dans les mots de ce règne. Je suis contente de voir qu'on l'espère tous et toutes de nos vœux. Donc, c'est ce dont on va parler ce soir, avec juste après moi Erwan Rivoilon, qui est le co-secrétaire de la section du Parti communiste français à Brest. Merci pour l'invitation à Pierre et aux camarades de la France Insoumise. En retour, d'ailleurs, nous vous invitons, c'est le 30 avril, la veille du 1er mai, à notre fête de l'unité, qui aura lieu le 30 avril au PL de Will. Le président de la République et sa première ministre ont décidé d'imposer aux Français leur projet de recul d'âge de la retraite à 64 ans. C'est une réforme dure avec le monde du travail, violente envers les femmes, rude avec celles et ceux qui travaillent de nuit, qui exercent des métiers pénibles, qui ont commencé à travailler tôt, qui sont épuisés psychologiquement, physiquement. Ils ont décidé de la faire en méprisant les syndicats et les millions de salariés qui se mobilisent pacifiquement depuis plus de 2 mois, mais aussi en bafouant le Parlement par une procédure accélérée, puis en humiliant les élus de la République ce jeudi 16 mars avec l'utilisation du 49.3 qui les a privés de leur vote. Un vote que le gouvernement aurait perdu, car c'est pour ça qu'ils ont sorti le 49.3. Cette réforme n'aura même pas été votée une seule fois à l'Assemblée nationale. Lundi, le gouvernement a sauvé son texte à 9 voix près. La Première ministre y voit une victoire en ayant le front d'affirmer que, ouvrez les guillemets, la démocratie l'a emporté. Quel naufrage pour le gouvernement. Cette réforme reste plus que jamais illégitime, alors que le président a annoncé mercredi qu'il resterait droit dans ses bottes. Ou presque, et ça nous rappelle un certain Juppé en 95. Lui, il y va tout droit. Le président a choisi la répression du mouvement social plutôt que l'écoute de la grande majorité de notre peuple, en refusant de retirer sa réforme et en s'enfermant dans l'autoritarisme. Les organisations syndicales, depuis le 19 janvier, ont été exemplaires. Elles ont multiplié les propositions alternatives à l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Elles ont continuellement tenté de dialoguer avec le gouvernement et le président de la République. Elles ont organisé des manifestations massives, exceptionnelles, joyeuses et déterminées, dont celle d'hier, où quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, on était 40 à 45 000 à Brest et plusieurs dizaines de milliers dans le Finistère. C'était des manifestations au Finistère, en tout cas les plus fortes depuis le début de notre combat contre cette réforme antisociale et injuste. Le combat continue, car une majorité de progrès est toujours possible dans notre pays. Peut-être plus que jamais. En tout cas plus que récemment. Depuis le recours du 49.3, la révolte n'a fait que grandir. Le peuple est excédé de voir son avis majoritaire violemment nié par Emmanuel Macron, ce méprisant de la République. Face au chaos provoqué par le président et son gouvernement, nous répondrons par notre unité, notre détermination à faire rejeter cette réforme. Nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour la mettre en échec.
Recours au Conseil constitutionnel, c'est en cours. Il y a eu un recours proposé par les parlementaires de gauche, mais aussi par l'intersyndicale. Exigence d'un référendum pour que le peuple décide. Référendum d'initiative partagée. Mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Nous pouvons obtenir le retrait du projet. L'avenir du pays se joue en ce moment. Nos groupes communistes à l'Assemblée et au Sénat, avec les autres groupes de forces de gauche et écologistes, en total accord avec les organisations syndicales, mettent toutes leurs forces dans la bataille pour obtenir un référendum qui est la procédure de RIP, déposé sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale et transmis lundi au Conseil constitutionnel. Ce serait une façon constitutionnelle de rendre incontournable notre exigence de consultation du peuple par référendum sur ce projet profondément injuste. Permise par notre Constitution depuis 2015, ce n'est pas la seule option, mais c'est une option, la procédure du RIP, quand elle sera validée par le Conseil constitutionnel, nous donnerait 9 mois pour réunir 10% du corps électoral, soit 4,7 millions de signatures. Ces 9 mois, ce serait l'occasion de mener la plus belle des campagnes, citoyennes et démocratiques, réunissant les militants politiques et syndicaux dans un combat commun, non à la retraite à 64 ans. Les forces politiques de gauche et écologistes, avec leurs parlementaires présents au sein des 7 groupes du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont montré leur mobilisation par de nombreux amendements communs qu'une réforme progressiste des retraites était possible. Elles ont proposé des financements alternatifs, justes et pérennes. Elles se sont mobilisées dans des meetings communs, comme aujourd'hui. Elles ont travaillé en liaison constante avec les organisations syndicales, en collant au plus près de leurs attentes. Le camp de la gauche et du progrès, notre camp, celui de la justice sociale, sort renforcé de cette bataille et n'est pas terminé. Tous ensemble, à travers manifestations, grèves, batailles parlementaires, nous avons construit un puissant mouvement. Face à un gouvernement ultra-minoritaire, les communistes appellent à construire une alternative de progrès, rassemblant l'ensemble des forces de gauche, travaillant avec les organisations syndicales, reconstruisant la démocratie sociale tant abîmée par le président et la droite depuis de nombreuses années. Face à un gouvernement ultra-minoritaire, les communistes appellent à construire une alternative de progrès, rassemblant l'ensemble des forces de gauche, travaillant avec les organisations syndicales. Battons-nous pour la retraite à 60 ans, avec une pension à taux plein, et la prise en charge des cotisations pour les périodes de non-travail. Chômage, formation, études, congé parental, maladie, invalidité. Tout ce qui n'est pas fait par Macron actuellement. Construisons un pacte pour le redressement social et démocratique de la France, en vue d'une majorité d'un gouvernement de gauche et des écologistes, unis et respectueux des organisations syndicales. Contrairement à ce que l'on entend trop souvent, l'extrême droite a perdu du terrain depuis janvier. Cette extrême droite, en effet, qu'a-t-elle fait? Rien ou si peu. Rien dans les mobilisations, rien au Parlement, rien dans les propositions, hormis une terrible tentative de suppression des cotisations sociales sur les salaires qui aurait privé notre sécurité sociale de tout financement. Le RN, j'espère que c'est pas eux, le RN refuse d'augmenter le SMIC et de rétablir l'ISF et n'a de cesse de s'attaquer à notre modèle social et aux syndicats, autant qu'à nos compatriotes d'origine étrangère, aux immigrés, aux réfugiés dont il fait les boucs émissaires. Demain à 13h30 à Liberté, nous appelons donc avec les autres associations de défense des droits humains à un rassemblement contre le projet raciste de la loi Asile-Immigration de Darmanin. Macron et son gouvernement, dans leur quête éperdue de soutien toujours plus à droite, s'en prennent aux droits humains comme ils s'en prennent aux droits sociaux. Notre camp de progrès, de justice sociale et écologique a une responsabilité historique. Et j'en finis là. Force de gauche, force syndicale, dans le respect du rôle de chacun et de nos différences, l'avenir est désormais de notre côté. Ensemble, nous sommes une force, unis, nous vaincrons.
Enfin! Enfin! C'est bon de sentir que justice commence à se rendre. Les médias l'appelaient Jupiter, ils l'appelaient le Mozart de la finance, et aujourd'hui le peuple uni l'appelle démission. Oui. Il vous a traité de fainéant. Et voilà que tous les soirs, le peuple effectue ses heures supplémentaires en manifestant dans des manifestations spontanées qui terrifient le pouvoir. Il parlait de ceux qui ne sont rien et de ceux qui sont tout. Et voilà que ceux qui ne sont rien ont réussi à faire fuir ce tout du roi d'Angleterre qui ne viendra pas dans le pays face à la contestation du peuple. Il disait qu'ils viennent me chercher. Voilà que je dis 3,5 millions de personnes étaient venues chercher le respect de la démocratie. Que c'est bon de voir le peuple rendre la justice. Et quand je vous parle de justice, je veux vous parler de justice sociale. Je veux vous parler des boueurs, de couvreuses, de manutentionnaires, de caissières, de raffineurs, qui viennent expliquer que pour elles et eux, 2 années de plus, c'est impossible. Mais nous sommes dans un dialogue de sourds, puisqu'il y a le président de la République qui vient et qui dit « Écoutez, moi je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire cette réforme des retraites. Sinon on va devoir réduire les pensions, on va devoir voir le système s'effondrer, on va devoir augmenter les impôts pour tous les Français. Bon, nous on est comme vous, on l'écoute, on essaie de voir qu'est-ce qu'il raconte. Donc on vient regarder le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui nous explique, noir sur blanc, il n'y a pas de dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Le système reviendra à l'équilibre en 2070. Alors nous nous posions la question, pourquoi est-ce que le président de la République s'entête avec cette réforme? Eh bien on a eu notre réponse le soir du 49.3, lorsqu'il a expliqué que cela était justifié par des impératifs économiques et financiers. Autrement dit, il n'est plus question de sauver un système social, il est question de rassurer les marchés financiers. Encore une fois, Macron et son gouvernement vous ont menti. Exactement comme lorsqu'ils vous ont menti en vous parlant des 1 200 € que des millions de personnes devaient toucher, alors qu'en réalité, ce ne sera que 10 000 ou 20 000 personnes. Exactement de la même manière qu'il vous a menti lorsqu'il vous disait qu'il avait compris que c'était maintenant le nouveau dialogue social et qu'il a envoyé des policiers réquisitionner des raffineurs, des éboueurs, la police dans leur salon, devant leurs enfants, pour les faire travailler nos forces. Macron est à l'image de son gouvernement. Ce sont des menteurs, ce sont des hypocrites, et il faut tous les dégager. Il faut tous les dégager parce que l'urgence n'est pas à travailler 2 années de plus. L'urgence, elle est dans le porte-monnaie et dans le frigo. 14%. 14% d'augmentation des prix de l'alimentaire. Dans certains magasins, on en voit certains mettre des antivols sur de la viande rouge. Et sachez que lorsque vous avez une famille qui vit dans la pauvreté, ça veut dire que les enfants vivent dans la pauvreté. Dans ma circonscription, j'en croise tous les jours des gamins qui ne mangent pas à leur faim, alors qu'ils ont 6, 7, 8 ans. Voilà où elle est l'urgence. Voilà où elle est la priorité. Elle est dans la quête de pouvoir d'achat de nombreuses Françaises, de nombreux Français qui cherchent tout simplement à pouvoir vivre dignement. Et je veux ici vous parler des petits commerçants, notamment ceux que j'ai croisés dans ma circonscription. Parce qu'ils me disent, ce n'est plus possible. Les gens ne viennent plus dans les petits commerces. C'est trop cher. Ils vont dans la grande distribution, low cost, acheter de la nourriture transformée, qui font bouffer à leurs gamins et qui les mettra en mauvaise santé. Voilà, nous, la solution que nous avons à apporter face à l'urgence immédiate, qui est la question du porte-monnaie et du frigo. C'est la question de l'augmentation des salaires. C'est la question de l'indexation des salaires à l'inflation. C'est la question du SMIC à 1 600 €, qui n'est pas uniquement une revendication de la NUPES, mais une revendication de tout le mouvement social, des ouvrières, des ouvriers et des syndicats. Voilà où est l'urgence immédiate. Voilà où est l'urgence immédiate. Alors, vous avez des personnes de très bonne volonté qui
qui viennent et qui disent « Mais attendez, vous ne pouvez pas d'un côté prétendre défendre les petits commerçants et de l'autre côté demander d'augmenter les salaires. Vous avez des petits commerces qui ne sont pas en capacité d'assumer l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Et ils ont raison. On ne va pas uniquement faire un bête décret pour augmenter le SMIC à 1 600 €. La mesure, elle est accompagnée d'une caisse de péréquation des salaires. C'est le mot que tous les opposants à l'augmentation du SMIC ne veulent pas entendre. Caisse de péréquation des salaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des entreprises qui sont en capacité de financer cette augmentation de salaire, qui sont aussi en capacité d'effectuer une solidarité avec les petits commerces qui, eux, ne sont pas en capacité de financer cette augmentation de salaire. Pour vous donner des chiffres, il y a en France 273 entreprises qui emploient à elles seules 4 millions de salariés. Ce sont ces entreprises qui font des super profits. Ce sont ces entreprises qui répartissent près de 50 milliards de dividendes chaque trimestre. Et un autre chiffre pour que vous puissiez faire l'illustration. Il y a 20 ans, il y avait 11 milliardaires dans ce pays. Aujourd'hui, il y en a 88. Il y a 20 ans, ils pesaient 88 milliards. Aujourd'hui, ils pèsent 570 milliards. Ils ont multiplié leur fortune par 7. La fortune du pays, que l'on peut mesurer avec le produit intérieur brut, a été, elle, multipliée par 2. Autrement dit, à mesure que le temps avance, les ultra-riches sont de plus en plus nombreux et accumulent une plus grande partie des richesses. Mais pour le reste du pays, c'est rien. Parce qu'il faut le mettre en adéquation avec ce dernier chiffre. Il y a 20 ans, il y avait 7,5 millions de pauvres dans ce pays. Aujourd'hui, il y a 9 millions. Comment se fait-il qu'il y ait de plus en plus de milliardaires et de plus en plus de pauvres? Comment se fait-il qu'ils accumulent de plus en plus de grandes fortunes et que de nombreux frigos se vident, y compris vis-à-vis des gens qui regardent dans cette salle? Donc voilà comment est-ce qu'on va financer cette augmentation de salaire. Par ces 273 entreprises qui se gavent sur votre travail, qui se gavent sur votre misère, qui se gavent sur des super profits qui vous appartiennent. Le SMIC à 1 600 €, ce n'est pas une revendication irréaliste. Au contraire, c'est l'urgence. C'est l'urgence qui permet de sortir urgemment les gens de la misère. Et c'est l'urgence qui permet de relancer l'économie. Et c'est notamment l'urgence qui permettra de travailler moins longtemps. Parce que nous ne nous battons pas uniquement contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Nous nous battons aussi pour la réduction du temps de travail. Et nous nous battons donc pour la retraite à 60 ans, à 40 annuités. Et voilà comment est-ce que cette augmentation du SMIC va permettre de financer le système de retraite à 60 ans. Parce que cet audacieux président de la République, qui tout en enlevant sa montre de luxe, disait « Jamais les smicards n'ont autant vu leur pouvoir d'achat augmenter ». Alors, c'est faux. Mais il vous parle en plus des primes Macron. Et qu'est-ce qui est intéressant avec les primes Macron? C'est qu'elles sont défiscalisées. Donc rien dans les caisses de la sécurité sociale. Mais si vous augmentez les salaires, alors vous avez de la cotisation. Et si vous avez de la cotisation, alors vous avez plus d'argent dans les caisses de retraite. Donc vous n'avez pas à faire la réforme Macron, et vous pouvez même faire la réforme pour la retraite à 60 ans. Une réforme qui est une ultra nécessité. Parce que lorsqu'on l'entendait dans son 20 heures à ne rien dire, et à tout simplement essayer de plaire à la droite, dire qu'il y a des personnes qui ne veulent pas travailler parce qu'elles se complaisent à vivre au RSA, il faudrait lui rappeler la réalité du pays. Vous avez 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Et vous avez entre 400 000 et 800 000 emplois disponibles. Il n'y a pas assez d'emplois dans ce pays. Voilà où est l'urgence. Elle est dans la répartition du temps de travail. Elle est dans la retraite à 60 ans. Elle est dans les 32 heures pour permettre à tout le monde de pouvoir travailler, de pouvoir contribuer à la production, de pouvoir contribuer à la vie du pays et de pouvoir vivre dignement d'un salaire que nous aurons augmenté avec le SMIC à 1 600 €. Que cela se fasse avec ou sans l'accord d'Emmanuel Macron, ce sera une victoire du mouvement social. Un mouvement social qui a pris un tournant avec une jeunesse, et je veux dire toute ma fierté de voir tous ces jeunes visages ici, de voir que la jeunesse elle est présente. Au début, ils pensaient que vous ne saviez pas. Au début, ils faisaient des interviews. Ils essayaient de filmer des jeunes et puis ils découvraient que les jeunes qui répondaient sur les retraites étaient plus informés que tous les éditorialistes à la con qui passent à la télévision. Donc, ils sont alors venus
venu des mobilisations lycéennes, des mobilisations étudiantes, qui se sont faites en solidarité avec le mouvement des travailleuses et des travailleurs, mais aussi avec des revendications qui sont propres à la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle a de quoi revendiquer aujourd'hui. À chaque fois, ils regardent les lycéennes et les lycéens de haut en disant non, ils ne sont pas à bloquer leur lycée. Ah oui, on va regarder ce qui se passe. Parce qu'à l'époque, il y avait suffisamment de professeurs pour le nombre d'élèves. À l'époque, on ne se retrouvait pas à 40 par classe. À l'époque, l'éducation, c'était un droit fondamental qui était garanti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous arrivez en seconde, vous voilà déjà en compétition les uns avec les autres sur les choix de spécialités. Déjà, premièrement, parce que les lycées de banlieue et les lycées ruraux n'ont pas toutes les spécialités que peuvent avoir les lycées de grande métropole. Mais même au sein du lycée, tout le monde n'aura pas la spécialité de son choix, donc vous êtes en compétition entre élèves. Puis ensuite arrive l'année de première, avec du contrôle continu. Chaque évaluation compte, chaque contrôle est un enjeu pour votre avenir. Et voilà ensuite l'année de terminale, avec les Hunger Games, fait de Parcoursup, pour savoir qui pourra avoir accès à la filière de son choix, qui pourra choisir le métier de sa vie. La jeunesse lycéenne a raison de porter des pancartes posant cette simple question. Qui est l'imbécile qui a décidé de mettre en compétition des adolescentes de 15 à 18 ans pour savoir qui aura accès à ce droit fondamental qui est l'éducation et le savoir? Voilà pourquoi se mobilise la jeunesse lycéenne. Et à cela, nous avons une réponse très très simple. La principale inégalité dans l'éducation nationale, c'est la question de l'orientation. Parce que tout le monde n'est pas à égalité face à l'orientation scolaire. Donc nous ouvrirons assez de places dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement primaire, pour que aucune filière ne soit subie et que les jeunes aient la liberté de choix dans leur orientation et aussi le droit de se tromper. Et aussi le droit d'être accompagnés par des conseillères et des conseillers d'orientation qui les connaissent pour pouvoir les accompagner à égalité dans des filières qui seront utiles à l'avenir et à la planification écologique que nous prévoyons pour le pays. Mais ensuite, pour celles et ceux qui ont pu aller à l'université, sont venus les blocages de fac, qui là aussi étaient contre la réforme des retraites, qui étaient aussi contre la précarité étudiante. Vous savez, rentrez dans un amphithéâtre d'une université un jour, regardez les jeunes et posez-leur une question. Combien d'entre vous vivent avec plus de 1102 € par mois? Combien d'entre vous vivent au-dessus du seuil de pauvreté? Et là, vous vous rendez compte que Macron a organisé un système où il est institutionnalisé que lorsque vous faites des études, vous les ferez en étant pauvres. Mais alors, ces gens cherchent toujours la petite bête. Ils cherchent toujours l'exception. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu le vote pour le repas à 1 €, ils ont dit non, on ne va pas le voter parce qu'il serait injuste que le fils de Bernard Arnault ait un repas Crous à 1 €. Déjà, pour commencer, le fils de Bernard Arnault est en école privée de commerce, donc il n'a rien à faire au Crous, premièrement. Deuxièmement, il n'irait pas dans un Crous parce qu'il irait dans un restaurant qui est bien plus cher, mais ils n'y sont pas. Je veux dire, quand on mesure la misère qui règne dans les universités, la souffrance même psychologique qu'on fait vivre à des étudiantes et à des étudiants qui ont eu à vivre le Covid, et que même le repas à 1 €, ils l'ont refusé, même ça, ils l'ont refusé, alors ça a été très simple. On a affiché leur nom. On a affiché leur nom parce qu'il faut qu'ils assument leur vote. Et il y a des... Parce que c'est trop facile de se cacher à l'Assemblée nationale et de ne pas être capable d'assumer. Et j'ai vu des étudiantes et des étudiants afficher leur nom, afficher leur visage devant des queues à la distribution alimentaire. Et ça les ramène à la responsabilité citoyenne. Ça pas de toujours des intérêts financiers. Et au fond, la bataille qui est menée par les étudiantes et les étudiants, est-ce qu'au fond, c'est pas la même bataille qui est menée par les travailleuses et les travailleurs pour la retraite? Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas le système de sécurité sociale. On demandait aux familles de financer du grand âge. Lorsqu'une personne n'était plus en capacité de travailler, alors c'était la famille qui devait aider. Mais vous aviez des millions de familles qui vivaient dans la pauvreté. Et alors, les personnes n'avaient pas les moyens de vivre. Et donc les familles n'étaient pas en capacité de financer le grand âge. Et c'est pourquoi vous aviez une immense misère. C'est pourquoi, après des mouvements de lutte de travailleuses et de travailleurs, on a décidé d'arrêter cette solidarité familiale qui était injuste. Et nous sommes passés d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale.
C'est-à-dire que oui, le grand âge est toujours financé. C'est-à-dire que oui, quand on est là, on est en incapacité de travailler. On a toujours le droit d'avoir ce qui est nécessaire pour avoir le minimum de dignité pour vivre. Mais ça ne se fera plus famille par famille. Ça se fera par les cotisations, par le partage de la richesse, par le partage de la valeur. Au fond, quand vous avez des jeunes qui viennent et qui disent, vous savez, nous on n'est pas capable de survivre. Vous avez 25, 30, 35 heures de cours, avec tout le travail que vous avez à faire à la maison, comment est-ce que vous pouvez avoir un mi-temps à côté? Vous avez certains qui ont décidé tout simplement de ne pas travailler à côté, et de juste étudier dans la misère et attendre que ça passe. Vous en avez d'autres qui ont la chance, et c'est une véritable chance, d'avoir une famille qui peut financer leurs études. Mais il y aura toujours cette injustice, celle de cet étudiant qui arrive le jour du partiel, qui a eu à travailler pendant la moitié de l'année, qui regarde cet autre étudiant qui, lui, n'a pas eu à travailler et qui se dit, parce que lui a eu les parents riches, il a eu 2 fois plus de temps que moi pour pouvoir travailler. Voilà pourquoi est-ce que les étudiantes et les étudiants bloquent. Exactement pour la même raison que les travailleuses et les travailleurs se sont mobilisés. Pour passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale. Pour revendiquer une allocation d'autonomie de 1 102 € donnée à tous les jeunes défiscalisés de chez leurs parents pour que tout le monde puisse être à égalité dans l'accès à l'éducation et au savoir. Voilà comment est-ce qu'on pourra enfin éradiquer la précarité étudiante. Voilà pourquoi les étudiants et les étudiants doivent se battre. Je vous parlais d'orientation scolaire. Je vous parlais de ces jeunes qui sont méprisés, qui sont oubliés. Comment ne pas parler de la voie professionnelle pour qui ils ont tout supprimé? Pas d'histoire, pas de philosophie. Vous serez pas des citoyennes et des citoyens, mais de bêtes travailleurs. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que sans la voie professionnelle, vous ne faites pas la planification écologique. Voilà pourquoi est-ce que nous remettrons dans le programme de la voie professionnelle de quoi former des citoyennes et des citoyens. Et voilà pourquoi est-ce que dans la voie professionnelle, les jeunes défiscalisés de chez leurs parents auront aussi accès à l'allocation d'autonomie de 1 102 €. Voilà comment est-ce qu'on respecte une filière qui est indispensable au pays. Voilà le message positif de qu'a besoin la jeunesse. Et la jeunesse, elle a repris un mot d'ordre incroyable pour rejoindre ce mouvement, qui je pense doit faire bien peur en haut à l'Élysée. Il leur met 64, vous lui remettez 68. Voilà le Alors, je terminerai en cherchant une grande disparue. Je veux parler de Marine Le Pen. Non mais, c'est bien vrai, parce que madame joue la première opposante, mais après 2 mois de débat qu'on a eu sur les retraites, qui est capable de me dire quel est le programme du Rassemblement National sur les retraites? Qui? Exactement. 67 ans, suppression des régimes spéciaux. Quand on parle du fait que vous avez 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, 400 000 à 800 000 emplois disponibles, que répond le Rassemblement National? Retraite à 67 ans. Quand nous expliquons que certains métiers sont trop pénibles pour pouvoir durer jusqu'à l'éternité, que répond le Rassemblement National? Retraite jusqu'à 67 ans. Alors ils vous tentent quand même un petit truc. Ils vous disent non mais plus vous avez commencé à travailler tôt, plus vous partez tôt. Plus vous avez commencé à travailler tard, plus vous partez tard. Très bien. Mais alors déjà, pour commencer, que viennent faire les régimes spéciaux dans tout ça? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas conserver les régimes spéciaux, qui sont justement des régimes qui sont faits pour s'adapter aux réalités du monde du travail et qui ont été conquis par les travailleuses et les travailleurs? Alors ils disent on ne les supprime pas tous. Finalement, quand c'est des travailleuses et des travailleurs qui se mettent en grève, ils les suppriment. Quand ça en est pas, ils décident de le garder, c'est incompréhensible. Mais surtout, vous avez des personnes qui s'arrêtent, qui font une année sabbatique, qui font des études et qui ensuite reviennent à un métier pénible. Vous leur répondez quoi à ces gens? Retraite à 67 ans? Nous, on leur répond une chose très très simple. Quand les gens se battent contre la réforme des retraites, on est en soutien. C'est-à-dire qu'on est sur les piquets de grève. On est dans les commissariats quand ils sont arrêtés. On ne dit pas que la mobilisation doit s'arrêter. On est aux côtés des travailleuses et travailleurs, contre la retraite à 64 ans et pour la retraite à 60 ans. Où est-ce qu'il était le Rassemblement National quand il y avait des gens qui étaient pris par la force, par la police pour les faire travailler uniquement parce qu'il fallait les mettre au service du capital et parce que ça choquait les bourgeois de voir des poubelles dans les belles rues de Paris? Où est-ce qu'il était le Rassemblement National? Il était nulle part. Le Rassemblement National vous parle d'augmentation des salaires, c'est des conneries. Ils sont pas pour l'augmentation des salaires. Eux, ils sont pas pour le partage de la richesse. Ils sont pas pour pointer ces milliardaires qui accumulent toujours plus, tout en vous laissant dans la pauvreté. Ils sont pour une augmentation de salaire optionnelle, c'est au choix du bon vouloir du patron, et ce sera défiscalisé. Et ensuite, on regarde comment est-ce qu'ils veulent financer leur programme de réforme des retraites par la lutte contre l'assistanat et contre l'immigration.
Ces gens sont des guignols, ce sont des bouffons, ce sont des gens qui ne comprennent rien à la réalité du travail. Ils ne se pointent pas au moment où il faut faire preuve de courage. Finalement, ce sont des gens qui mettent un visage social, mais quand on gratte un peu, ils sont démasqués. Ce sont des macronistes, le racisme en plus. Parce que, au fond, parce que c'est bien ça le sujet. Pourquoi est-ce que ces gens ils disparaissent? Pourquoi est-ce que ces gens ils disparaissent? Parce que là, il n'y a pas de quoi parler d'islam. Il n'y a pas de quoi parler, il n'y a pas de quoi faire de l'islamophobie. Il n'y a pas de quoi cultiver la haine raciste, les peurs injustifiées. Parce que là, on a la vraie France sous nos yeux. Dans la vraie France, quand vous arrivez dans votre entreprise, quand vous arrivez dans votre école, vous ne regardez pas la religion, vous ne regardez pas la couleur de peau. Dans la vraie France, on est conscient que ceux qui ont été réquisitionnés en tant qu'éboueurs, ce sont des Françaises, ce sont des Français, souvent issus de l'immigration, et qui ont été regardés comme étant indispensables au bon tournement du pays. Ils n'ont pas été respectés, ils ont été réquisitionnés, retirés au Rassemblement national. Ils se cachent, parce que la vraie France est ici, un pays qui ne regarde pas la couleur de peau, un pays qui ne regarde pas la religion, un pays qui est capable de nous s'unir, quand nous voit la justice qu'on a, tout à fait le combat pour le droit des travailleurs et des travailleurs. Et alors, cette unité du pays, elle aura à être tranchée, parce qu'un jour il y aura un retour aux urnes. On espère le plus rapidement possible, mais un jour il y aura un retour aux urnes. Est-ce que les gens préfèrent le chaos à la macroniste, avec un président de la République en lutte contre le peuple, en lutte permanente, au point qu'on se retrouve à avoir le chaos partout? Est-ce que les gens préfèrent une société de division, de haine, antisociale du Rassemblement national? Ou est-ce qu'ils préfèrent une société qui va dans l'unité vers un objectif commun? Et cet objectif commun, c'est celui dont je vous ai parlé. C'est celui du partage des richesses. C'est celui de la planification écologique. C'est celui qui met en place les biens communs. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui enrage aujourd'hui? C'est que l'eau n'est plus accessible à tout le monde. C'est que le droit de se chauffer n'est plus accessible à tout le monde. C'est que le droit d'aller à l'école n'est plus accessible à tout le monde. Le droit de manger n'est plus accessible à tout le monde. Tout ce que je vous ai cité sont des biens communs, inconditionnels. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre vie, vous avez le droit de manger, vous avez le droit d'aller à l'école, vous avez le droit de vous chauffer, vous avez le droit aussi de vivre dans une société où vous n'avez pas à penser sans cesse aux 10, 20 prochaines années qui suivent et au réchauffement climatique. Une société comme ça s'organise. C'est pas facile, on n'a pas réponse à tout, mais il va falloir qu'on s'y mette toutes et tous, ensemble, en se serrant les coudes, sans regarder la couleur de peau, sans regarder la religion, sans regarder l'origine sociale. Voilà où est-ce qu'on fait l'unité du pays, en regardant la France qui travaille, en regardant la France qui construit réellement la société. Voilà où est-ce que nous voulons aller. Alors, je terminerai en vous disant que, oui, c'est pas facile. On a vécu des moments qui sont difficiles. Mais peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sera l'unique fois de notre vie que nous le connaîtrons. Une intersyndicale unie, la jeunesse rassemblée, les gilets jaunes, les totos, tout le monde y est, tout le monde y est. Et il ne faut pas s'arrêter. Il faut rejoindre les manifestations qui sont appelées par l'intersyndicale. N'en louper aucune. Il faut soutenir les grévistes, il faut rejoindre les grèves. Et il y a d'autres luttes, parce que toutes les luttes contribuent. Vous avez par exemple la lutte contre les méga-bassines. Si vous avez l'occasion, il y a des bus qui vont partir. Alors participez à ces luttes. Vous avez la GLU qui veut mettre la France à l'arrêt. Il vient très bien en aide. Vous avez des cheminots qui veulent faire un point. Alors on soutient chaque personne qui a décidé de poser sa petite pierre pour faire trembler le capitalisme. La Macronie est un allié. Alors, serrez-vous les coudes. Luttez, luttez, luttez. Vous allez gagner. de la France Insoumise à l'Assemblée, député Mathilde Panot. C'est un immense bonheur d'être ici à Brest pour une grande page de l'histoire sociale qui est en train de s'écrire dans notre pays. Merci pour votre accueil si chaleureux. Et je voudrais commencer évidemment par remercier celles et ceux qui ont organisé cette réunion.
par vous remercier de faire ici à Brest une démonstration de force incroyable, après celle que nous avons fait hier dans tout le pays, avec 3,5 millions de manifestants. Et puis évidemment, par remercier Pierre-Yves Cadalin qui m'a invité ici, qui a l'énergie, l'enthousiasme et le rire communicatif. Et je voudrais vous dire que comme Emmanuel Macron ne cesse d'agiter le spectre de la dissolution devant les macronistes et les républicains en espérant que ça leur fasse peur, lui dire qu'ici nous lui disons que nous sommes prêts et que si en juin dernier, à 118 petites voix, ce n'est pas Pierre-Yves Cadalin qui a été élu, ici nous sommes prêts à dégager par les yeux le député Larsonneur. Pour mettre à la place Pierre-Yves Cadalin, qui portera haut et fier de la retraite à 60 ans. Alors si ici il y a une petite souris de Jean-Charles Larsonneur, le message est passé, il est bienvenu. Et puisque nous parlons de dissolution, vous avez peut-être entendu, je vais citer ces mots, Madame Borne qui se plaint d'être à la tête, je cite, d'un gouvernement composé à moitié de débiles. Eh bien, Madame Borne, puisque vous vous plaignez vous-même du gouvernement et que le peuple n'en veut plus, nous vous proposons même de prendre le pouvoir carrément. Alors, je voudrais dire un mot moi aussi, comme Louis Boyard vous l'a dit, sur le Rassemblement national. Parce que quand nous disons retrait ou retour devant le peuple, référendum ou dissolution, on nous dit à chaque fois dans tous les médias, mais c'est le Rassemblement national qui va gagner. Et vous savez, c'est comme les choses, on prédit des choses, on appelle ça en effet autoprédictateur. C'est-à-dire que vous prédisez quelque chose, tout le monde du coup, ça rentre dans la tête de tout le monde, et puis à la fin, bah oui, c'est le Rassemblement national qui va gagner. Mais pourquoi? Pourquoi? Des gens qui n'ont rien fait, nous ne les avons jamais vus dans la rue, jamais vus auprès des grévistes, et avec leurs 88 députés, ils ont réussi difficilement en commission à avoir une idée par député, et en assemblée, ils ont réussi, oh là là, incroyable, à avoir 2 idées et demie par député, et donc ils avaient moins d'amendements sur le texte retraite que ce qu'avaient les macronistes. Ces gens n'ont rien fait contre la retraite à 64 ans, parce qu'ils sont d'accord avec la retraite à 64 ans. Et quand vous entendez le Rassemblement national, leur patron Jordan Bardella, qui explique que la solution pour les retraites, alors vous savez c'est l'argument, je vous le refais, oui mais dans les années 70, il y avait 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui nous n'avons plus que 1,7 actifs pour un retraité. Et demain nous n'aurons plus que 1,4 actifs pour un retraité. Bah oui, bêta. Mais un travailleur aujourd'hui est 3 fois plus productif que dans les années 70. Donc, il tombe dedans dans cet argument à fond et nous explique que la solution pour les retraites, c'est la natalité. Et alors, quel exemple prend Jordan Bardella pour vous montrer à quel point c'est sympathique? Il prend l'exemple de la Hongrie. En Hongrie, lorsque les femmes ont décidé d'avorter, on oblige ces femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir interrompre leur grossesse. Voici la solution du Rassemblement national. Prendre les femmes et détruire les droits des femmes que nous devons instinctivement protéger quand ils sont attaqués partout en Europe. Nous disons au Rassemblement national, les femmes ne sont pas des ventres. Nous disons aux macronistes, les femmes ne sont pas des variables d'ajustement budgétaire. Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites antiféministes. A fait une démonstration de force extraordinaire. Jamais nous n'avions vu avant une réforme alors qu'elle est adoptée, qu'elle est passée les différents textes. Jamais nous n'avions vu des manifestations plus nombreuses dans des villes que lorsqu'elles étaient débattues. Et j'espère que Emmanuel Macron, qui nous expliquait mardi qu'une foule, ou les meutes, comme il nous appelle,
n'était jamais légitime. J'espère qu'Emmanuel Macron va méditer cette phrase de Victor Hugo, qui dit « Hier, nous n'étions qu'une foule. Aujourd'hui, nous sommes un peuple. » Voilà, ça me Hier, la motion de censure populaire contre le gouvernement a été écrasante. Et pour réaliser la page d'histoire que nous sommes en train d'écrire collectivement, vous n'avez qu'à regarder les unes à l'international et à quel point le monde regarde ce que fait le peuple de France aujourd'hui. Lors du 49-3, toutes les unes internationales étaient sur le coup de force fait par Emmanuel Macron. Depuis, les images de la répression terrible que Emmanuel Macron abat sur le mouvement contre la réforme des retraites circulent dans le monde entier. Oui, Emmanuel Macron fait honte à la France. Et dans la victoire que nous allons emporter, évidemment, nous allons le gagner pour notre peuple, évidemment. Mais nous allons aussi le gagner pour l'ensemble des peuples du monde qui nous regardent. Les Italiens vous disent, les Français ont raison de se battre et nous espérons qu'ils vont gagner parce que ça va nous aider. Hier, le plus gros syndicat étudiant espagnol dit qu'il soutient la lutte que les Français mènent aujourd'hui. Des Français étaient un peu partout dans différents pays, réunis devant les ambassades, choqués par la brutalité d'Emmanuel Macron. Oui, le monde regarde la France. Nous allons gagner pour nous, mais aussi pour eux. Après hier, j'avoue que j'ai hâte de revoir des macronistes. Parce que, déjà avant hier, bon, quand vous les croisez, ils sont pas très bien, ils regardent leurs chaussures. Hein. Et il s'est passé quelque chose qui a été remarqué lundi, mais que je veux vous redire ici, pour vous assurer que ce pouvoir est quand même dans un moment et dans une impasse absolument terrible pour lui. Normalement, quand vous avez une motion de censure, comme cela s'est passé lundi, où vous avez un pouvoir qui tient à 9 petites voix, bon, normalement, vous êtes un député macroniste qui soutient Macron et sa politique, vous êtes là, hein. Que s'est-il passé lundi? La moitié des rangs macronistes étaient vides. La moitié des rangs macronistes étaient vides. Et vous entendez par-ci par-là un macroniste qui dit « Oh là là, le mouvement est tellement fort, il faut suspendre la réforme ». Un autre macroniste qui dit « Oui, bon, vous dites pas mon nom, mais quand même le 49-3, j'étais pas tout à fait d'accord. » Parce que les macronistes sentent très fort la pression populaire sur leurs épaules. Et s'ils ont dû utiliser un 49-3, parce que, comme l'a dit la Première ministre, le compte n'y était pas, c'est-à-dire qu'ils allaient être battus sur le vote à l'Assemblée nationale, c'est notamment grâce à la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu partout dans le pays. Alors, je voudrais dire, gloire aux grévistes, gloire aux manifestants, et gloire j'ai hâte de voir des macronistes, d'autant que vous avez vu au sommet du pouvoir depuis la semaine, on multiplie les provocations. Je vous lis ce que Madame Borne disait après l'échec de la motion de censure, je rappelle, à 9 petites voix. Elle nous dit, Madame Borne, j'ai le droit d'employer le mot victoire. Monsieur Macron nous explique que gagner un vote ne peut pas être présenté comme une défaite. Et mercredi, toujours Macron, amalgame les manifestants que nous sommes aux factieux d'extrême droite du Capitole, tout en nous expliquant qu'un smicard n'a jamais eu un pouvoir d'achat aussi élevé et qu'il faudrait évidemment conditionner le RSA. Alors la stratégie de ce pouvoir a non seulement été le pourrissement, en espérant que les Français n'allaient pas tenir parce que la vie est trop chère, parce que le découragement allait gagner, parce qu'il faut bien tourner la page, et je ne sais ce qu'ils ont inventé d'autre. Ils ont compté sur le pourrissement, et je dois dire ici à quel point je suis fier de la réaction populaire magnifique
pacifique qu'il y a eu partout dans le pays, notamment par la jeunesse, avec des centaines de milliers de gens qui sont descendus. Et nous pouvons dire que jeudi dernier, avec l'utilisation du 49.3, jeudi dernier a été le premier jour de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et il faut le prendre tel que c'est. Oui, l'utilisation du 49.3 par Emmanuel Macron est une défaite cinglante pour ce gouvernement. D'abord, évidemment, je vous le disais, parce que le compte n'y était pas et qu'ils allaient perdre le vote. Ensuite, parce que ce tour de force a fait le tour du monde et que tout le monde voit bien l'autoritarisme, jusque toutes les instances européennes et internationales qui sont en train de condamner la France sur l'usage excessif de la force qu'ils font contre les manifestants. Ensuite, une défaite cinglante, parce que cette réforme des retraites n'avait déjà pas de légitimité populaire, elle n'a pas de légitimité parlementaire. Et il faut saisir à quel point le fait que la motion de censure ne soit pas passée à 9 voix près est une défaite encore plus cinglante pour ce gouvernement. Je vous rappelle quelque chose de l'histoire de notre pays. 2006, certains doivent s'en rappeler ici. Lutte absolument incroyable dans le pays contre le contrat première embauche. Toute la jeunesse était dans la rue. Voter à l'Assemblée. Voter au Sénat. Motion de censure qui ne passe pas à 111 voix. Donc on est bien plus loin que ce qu'on est maintenant. Promulguée. Jamais appliquée grâce à la rue qui a continué. Et donc ils ont craqué. Et là encore aujourd'hui, ils vont devoir craquer. Alors, il faut comprendre à quel point cette défaite cinglante est précieuse. Parce qu'ils ont tout, mais alors tout utilisé pour la faire passer. Je commence évidemment par, mais Pierre-Yves vous en reparlera, les outils les plus antidémocratiques de la Ve République. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que nous avons une politisation massive dans le pays, avec finalement chaque habitant de ce pays qui se retrouve spécialiste de la Constitution française. Donc évidemment, ils ont utilisé le 47.1 qui limite le temps des débats, le 44.3 qui permet de faire un vote bloqué où on discute, mais on ne vote plus sur rien, sauf à la fin, un vote pour tout bloquer. Et puis évidemment, le 49.3 que vous connaissez, tous les outils anti-parlementaires de la Ve République ont été utilisés. Ensuite, pour essayer de la faire passer, ils ont utilisé les pires mensonges. Je n'en prendrai qu'un, les 1 200 €. Alors, en décembre, tout le monde allait avoir 1 200 € bruts. En janvier, 1,8 million de personnes allaient avoir 1 200 € bruts. Début février, 40 000 personnes. Fin février, 10 à 20 000 personnes qui toucheraient ces 1 200 € bruts. Tous les mensonges un à un ont été démontés. Non, les femmes ne sont pas les grandes gagnantes, mais bien les grandes perdantes de cette réforme. Non, personne n'aura 1 200 €. Oui, ceux qui ont commencé à travailler tôt sont les premiers pénalisés. Bon, évidemment aussi, on connaît comme technique, ils ont utilisé le déni et l'arrogance de manière extrêmement forte. Alors je vous redis, Monsieur Véran, il y aurait eu 700 000 personnes ou 1,3 million, ça ne change pas les choses pour nous. Eh bien, vous allez voir qu'avec 3,5 millions, ça va changer les choses pour vous. Monsieur Attal, je l'adore celle-ci. Au début du mouvement, qui disait « Mon message aux syndicats est clair. Si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin. » Alors, nous disons à M. Attal qu'il a sûrement confondu le droit de grève avec le congé sans solde, et à M. Attal que justement, c'est les gens qui se lèvent tôt qui sont en train de faire grève, et qui sont en train de dire « Nous ne pouvons pas travailler jusqu'à 64 ans. » Je dis en passant que sur la question du roi Charles III qui ne viendra pas en France,
comme quoi le peuple français arrive à faire tomber beaucoup des monarchies et à les faire plier en tout cas, eh bien, ils sont en train de faire exactement la même chose. Au Royaume-Uni, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Il y a le plus grand mouvement social depuis 1979 au Royaume-Uni, avec des centaines de milliers de personnes qui manifestent, des infirmières qui manifestent pour la première fois depuis 100 ans. Et qu'a fait le gouvernement britannique? Ils ont décidé, ça va vous rappeler des choses, de restreindre le droit de grève. Et donc en mettant tout un tas de secteurs dans lesquels il y a des services minimums. Exactement, tiens, comme notre gouvernement qui attaque le droit de grève de manière inacceptable avec les réquisitions. Et nous le disons ici, nous sommes prêts à tout pour défendre le droit de grève constitutionnel de ce pays. Bon, évidemment, pour les faire passer, en plus des mensonges, des outils antidémocratiques, du déni, de l'arrogance, attaque au droit de grève, ils ont utilisé évidemment la répression. Et là, on voit réapparaître le spectre de ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes, avec, encore aujourd'hui, le Conseil de l'Europe qui a dénoncé l'usage excessif de la force. Et avec le groupe parlementaire de la France Insoumise, nous avons décidé aujourd'hui d'envoyer un rapport aux Nations Unies pour leur dire ce n'est pas possible qu'en France, en 2023, des gens perdent un pouce comme cet AESH à Rouen pour avoir juste exercé son droit à manifester. Ce n'est pas possible que les gens soient nassés en 2023 en manifestant. Ce n'est pas possible, comme pour les Gilets jaunes, que des gens perdent des yeux, perdent des mains. Nous sommes dans un pays qui doit respecter les droits humains et nous les ferons respecter de gré ou de force. Et je dis très sérieusement au pouvoir, regardez le nombre que nous étions hier, regardez le nombre que vous êtes ce soir. Ils n'auront jamais assez de cellules de commissariat, de geôles ou de juges pour embastiller tous les opposants à cette réforme. Alors évidemment, ils ont aussi utilisé la peur. Alors rappelez-vous, le 7 mars, lorsque vous avez manifesté, vous avez créé une catastrophe écologique, agricole et sanitaire. Quant à Emmanuel Macron, il fait fuiter dans la presse, de la part de ses conseillers, qu'il n'arrêtera cette réforme que s'il y a Paris à feu, un attentat ou un mort. Voici le respect de la démocratie, définition Macron. Et je vous le dis, nous allons lui rappeler qu'ici en France, il n'y a qu'un seul souverain. Et il ne s'appelle pas le roi Macron, il s'appelle le peuple et lui seul. Je termine sur ce qu'ils ont utilisé pour faire passer cette réforme de force, pour que vraiment vous savouriez la défaite cinglante que nous avons infligée à ce gouvernement, à l'Assemblée. Alors je vous disais, menace de dissolution pour essayer de tenir les uns et les autres. Mais à l'Assemblée, ils nous ont fait aussi des pressions. Alors pas à nous, parce que nous, bon, ils savent qu'on ne va pas changer d'avis. Mais il y a cet article du Parisien qui nous raconte qu'une députée LR qui voulait voter contre la réforme a été appelée pour savoir si, par hasard, elle ne voulait pas une petite piscine dans sa circonscription, une petite médiathèque ou je ne sais quoi, ou une proposition de loi qui devait passer. Alors moi, j'ai saisi le procureur pour dire, si ces faits sont vrais, cela s'appelle de la corruption. Bruno Le Maire dément. C'est intéressant parce que juste après, il y a un député LR, qui s'appelle Monsieur Dumont, qui raconte que nombre de ses collègues LR ont reçu aussi des appels des uns et des autres. Jusqu'à cet article du Canard enchaîné hier, qui raconte là les 3 députés corses qui ont reçu des coups de fil pour leur dire que s'ils changeaient leur vote contre pour une petite abstention sur la réforme des retraites, eh bien la Corse aurait la chance d'avoir un hôpital universitaire. Les députés corses ont refusé de changer leur vote. Et évidemment, je ne crois
procureur. Et dernière chose pour que vous savouriez la défaite cinglante que nous leur avons infligée, c'est que évidemment, ils ont utilisé un thème qui est très classique de la part des pouvoirs pour nous dire que nous étions des violents. Nous étions des violents toutes et tous parce que, regardez, incroyable, dans le Val-de-Marne où je suis élu avec Louis Boyard, attaque contre une permanence de députés, ah ben ils ont mis 4 autocollants syndicalistes sur la tête du député. C'était une attaque inacceptable d'une violence inouïe. Mais jamais ils ne parleront ni des violences policières qu'il y a un peu partout dans le pays, ni même de la vraie violence de ces pouvoirs lorsqu'il impose 2 ans ferme à tout le monde. Parce que les éboueurs dont parlait Louis à l'instant, ils sont pour le privé à 62 ans. Partir à 64 ans, ce n'est juste pas possible. Brahim vous disait, je ne veux pas mourir derrière la benne. Parce que à Pizzorno, à Vitry-sur-Seine, là où je suis élu, ils ont vu 5 collègues de leur entreprise mourir en une année seulement, juste avant leur retraite ou dans les 6 mois après l'avoir prise. Voilà, pour les éboueurs, c'est une question de vie ou de mort. Et pour beaucoup de gens dans ce pays, c'est ce cas-là. Et pour tous les autres, c'est la question de dire. Et pour tous les autres, c'est la question de dire, nous ne voulons pas qu'on nous vole 2 ans de vie libre pour 2 ans de vie contraint. Voilà ce qui est en train de se jouer. Voilà la déviance. Bon donc, nous leur avons infligé une défaite cinglante. Il ne nous reste qu'à passer le petit cap pour aller jusqu'à la victoire. Et nous avons aujourd'hui un président qui est au pied du mur. Il ne lui reste que 2 options. Le retrait de la réforme des retraites ou le retour devant le peuple, que ça soit par référendum ou par dissolution. Et ici, depuis Brest, nous pouvons faire une promesse toutes et tous ensemble. Il n'y aura pas de retour à la normale sans qu'il cède. Pour terminer, je voudrais vous dire 2 choses. La première, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé dans le pays, parce qu'ils n'ont pas compris ce pourquoi nous nous battions. Contrairement à leur tableau Excel qui nous présente tout le temps comme des chiffres, des variables d'ajustement ou je ne sais quoi, le combat que nous menons tous ensemble, avec un peuple tout entier, est un combat pour la dignité et pour l'humanité. Lorsque nous parlons des 23 millions d'heures de garde de petits-enfants qui sont faits chaque semaine dans notre pays pour garder les petits-enfants par les grands-parents, cela veut dire, pour des millions de familles, soit devoir payer quelqu'un pour garder votre enfant puisque les grands-parents ne peuvent plus le faire, soit devoir galérer à trouver comment garder vos enfants. Et chacun et chacune qui ici a un enfant, un petit enfant, un neveu, une nièce, n'importe, comprend, ou même des arrière-petits-enfants, comprend que jamais le lien qui est fait avec un petit être humain qui est en train de se former ne sera le même que lorsque vous payez quelqu'un pour le faire. Et que c'est justement dans ces années où l'enfant apprend à être humain en regardant l'autre, et que c'est ces choses-là que personne jamais ne pourra acheter. De même, lorsque vous voyez 50% des maires des communes rurales qui sont des retraités, de même quand vous voyez 40% des présidents d'associations qui sont des retraités, ce qu'ils sont en train d'abattre avec cette réforme des retraites à 64 ans, c'est toute une vision de la société où on s'entraide, où il y a de la solidarité et où on ne sait pas le chacun pour soi et si tu as de l'argent, et ben ça va bien. Voilà ce à quoi ils s'attaquent. Voilà ce contre quoi nous nous battons. Et ils n'ont pas compris une deuxième chose. Ils n'ont pas compris une deuxième chose. C'est que nous savons, chacun et chacune ici, qu'il y a tant à faire dans ce pays. La pauvreté est en train de gangréner notre pays. J'ai le ventre noué à chaque fois que j'entends ce chiffre.
Les Restos du Cœur expliquent que la moitié de leurs bénéficiaires ont moins de 30 ans. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le 7e pays le plus riche au monde pour condamner à la misère autant de jeunes de ce pays? De même que cette réforme des retraites, qui ne passera jamais, créerait 277 000 chômeurs supplémentaires, 400 000 invalides d'accidents du travail ou personnes en invalidité supplémentaire, et 110 000 personnes aux minima sociaux type RSA. Nous ne voulons ni de la misère pour nos jeunes, ni pour nos aînés. Nous savons qu'il y a tant à faire dans ce pays. Quand nous sommes la première génération, et je ne parle pas juste entre jeunes ou non jeunes, nous sommes la première génération à devoir affronter ce que personne avant nous n'a eu à affronter. Je parle évidemment du dérèglement climatique. Dans le dernier rapport qui est sorti, il y a ce chiffre absolument effrayant. Si nous continuons à ne rien faire, alors d'ici 2030, dans 7 ans, la demande en eau potable dépassera de 40%, excédera de 40% la ressource disponible. Voilà ce dont nous devons nous occuper urgemment dans ce pays, plutôt que de faire crever les gens au travail. Surtout, cette crise sociale s'est transformée en crise démocratique. Le poisson est en train de pourrir par la tête. Oui, nous allons mettre fin à la monarchie présidentielle où un homme décide de tout seul contre tout un peuple. Les puissants ont fait la pire erreur de leur histoire. Avec ces mouvements populaires extraordinaires, chacun et chacune prend conscience de notre force, de la force du peuple. Et c'est la pire erreur qu'ils pouvaient faire. Alors je vais terminer par un texte que j'aime beaucoup, de Léonard Vincent qui s'appelle Éloge de la grève. Et si, aujourd'hui, on ne se laissait pas faire? Et si on n'avait pas à subir les 1000 servitudes du travail? Oui, on se prend à rêver. Il y a des jours comme ça où la farandole des imposteurs à la télévision, la radio, au bureau, sur le chantier, exaspère plus que de raison. Des jours où on nous en demande trop, en tout cas plus que ce qu'on est en mesure de donner. Et d'un seul coup, c'est étrange, n'est-ce pas? Le refus, la rue, le demi-tour nous appellent. Je me prends à songer à la puissance qu'aurait dans mon beau pays malade une grève générale, faisant s'affaler en une journée tout l'ordre dominant, le gelant soudain, le faisant baisser d'un ton, le contraignant à l'immobilisme absolu, silencieux, fulminant, dans l'incompréhension générale, la stupéfaction et l'anxiété. Quel panache! Oui, quel panache qu'a le peuple de France aujourd'hui! Merci à vous, à la victoire! Ce soir, à vous voir en si grand nombre, ce soir, je commence par vous dire que je suis ému. Voici des années et des années que nous construisons dans le pays, avec méthode, avec détermination, une force politique qui sera en mesure, le moment venu, de gouverner, d'emporter les élections et de dire oui, il est possible de changer la vie. C'est ce que nous construisons patiemment, avec détermination. Et quand je vois notamment les plus jeunes des visages ici, que les autres ne se sentent pas insultés. Et je ne précise pas d'âge de telle sorte à ce qu'un grand flou reste là. Moi-même, venant d'avoir eu 30 ans, attention, hein. Mais quand je vois les plus jeunes, je me dis,
Le pari que nous avions fait il y a une dizaine d'années pour dire que oui, il y avait une force pour la gauche de rupture dans ce pays, il est réussi. Merci à Louis que nous accueillons avec grand plaisir à Brest ce soir. Merci à Mathilde. Mathilde, comme tu as présidé et mené les débats à l'Assemblée, nous en sommes fiers. Merci à Erwan du Parti communiste qui montre que oui, la NUPES tient bon. Et merci Marie. Marie, toujours déterminée, qui désormais s'occupe, je vous le dis. C'est une information importante. Je vous le dis. Marie s'occupe, avec d'autres, de la magnifique caisse de grève insoumise où il y a désormais plus de 600 000 €. Et je ne le dis pas parce que je sais qu'il y a des gens qui luttent à Brest ici. Eh bien, si vous luttez, si vous êtes en grève reconductible, allez voir Marie et on va vous appuyer. Et bien sûr, hop là. Et bien sûr, un grand hommage à ceux qui ont le courage de la grève, le courage de nourrir le mouvement social et de montrer à Emmanuel Macron que non, il n'a pas compris le pays, que non, la France n'est pas occupée, que non, les Français sont continuer leur histoire révolutionnaire. Bravo ici. Et je le dis ici, depuis la salle des syndicats, qui au moment des Gilets jaunes s'était renommée la Maison du Peuple, eh bien aujourd'hui nous sommes à la fois à la salle des syndicats et dans la Maison du Peuple, dans les endroits où tant de luttes vivent à Brest. Et cette semaine, saluons le courage de celles et ceux qui se sont levés tous les matins, depuis lundi, pour bloquer le Spernote et ainsi rejoindre le grand mouvement. Le courage des coqueurs, des ouvriers de la navale qui ont bloqué les ports, comme il en a été donné la consigne nationale. L'économie a un sens matériel que parfois les macronistes laissent filer dans un air qu'ils ne sentent pas très bien. Et bien entendu, merci à nous toutes et à nous tous. Merci à nous toutes et à nous tous, car oui, et je vois quelques visages de personnes qui m'ont dit ça jeudi dernier. De mémoire de Brestois, nous n'avons jamais été aussi nombreux qu'hier. Et là, Brest en rouge. Problème écologique se teinte également de vert. Ne faisons pas la dispute des couleurs. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? La guerre. Il y a effectivement une hostilité délibérée, mise en ordre par le président de la République contre tout un peuple. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi cela est-il possible? Comment cela se fait-il finalement qu'avec tant de manifestants, qu'avec tant de grévistes, qu'avec une Assemblée nationale qui ne veut pas voter le texte, comment se fait-il qu'Emmanuel Macron puisse, pétri de son orgueil, de son arrogance, parce que l'orgueil il est mal placé. C'est Sénèque qui disait ça, l'orgueil c'est la juste mesure de soi-même. Bah non, bah, lui il n'est pas tout à fait au niveau, hein, parce que il devrait partir sinon. Mais comment tout cela est possible? Comment, contre les syndicats, contre l'Assemblée nationale, contre les citoyens, contre les travailleurs, comment peuvent-ils passer en force? Eh bien, quelqu'un a essayé de répondre. C'est important, c'est important. Je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais là où j'allais,
c'est que la 5e République que nous critiquons depuis si longtemps, la 5e République rend possible ce coup de force par l'exécutif contre un peuple, contre l'Assemblée. Alors à bas la 5e République! Regardez, alors je sais pas, j'ai vu Fabien là, j'ai une petite gourde Rennes 2. Je travaille quand même à l'université, ici. Bon, je prends celle de Rennes 2 qui est particulièrement motivée en ce moment, mais je sens qu'il y a une bonne motivation qui se crée à l'UBO ces jours-ci. Eh bien, avec cette histoire de gourde, j'ai perdu mon fil. Ah bah la 5e République. Ah bah la 5e République. Le président Macron. Le président Macron et sa majorité s'appuient sur quelque chose. Vous savez, Mathilde a cité les articles. Ils ont un beau nom pour appeler tout ça, comment bloquer le débat parlementaire. Ils appellent ça, écoutez bien, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, le parlementarisme rationalisé. Ah, mais oui! Mais alors qu'est-ce que c'est le parlementarisme rationalisé? Eh ben, Emmanuel Macron nous en donne presque une définition dans son interview lamentable de cette semaine. Il dit, finalement, on passe trop par la loi dans notre République. C'est pas vrai. Mais supprime le Parlement tant qu'il y est. Ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils disent. Ils ne se rendent même plus compte de la violence qu'ils font subir à l'esprit démocratique et républicain pourtant si ancré profondément dans le pays. Je voyais qu'hier, l'Institut de la Boétie, qui a été créé autour de la France Insoumise, avait accueilli un universitaire spécialiste du changement climatique, Andreas Malm. Et lui était suédois. Et c'est un peu comme tu disais, Mathilde. Tout le monde nous regarde. Lui, il disait, mais en Suède, on est déjà à 67 ans. Et puis aussi bien, si on repoussait, il y aurait 10 personnes dans la rue. Alors, nous donnons l'inspiration et le courage à celles et ceux qui pensent que la lutte n'est plus possible. Alors, dans cette petite 5e République, à l'article 5 justement, que dit l'article 5? Ah, personne ne répond là. Eh bien, l'article 5 dit que le président assure, le président de la République, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ah bah champion! Champion Emmanuel Macron! Là, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, on est au top niveau. Hein, on n'a jamais été aussi fort. Ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron ne répond pas même à la mission que lui confie la 5e République en tant que constitution. Il a placé le pays dans une situation bloquée. Une situation bloquée qui tient au caprice d'un seul homme. Je crois qu'il faut le dire et le répéter. Avec les amendements des sénateurs, ils sont passés presque à une réforme qui ne fait quasiment plus d'économie par rapport à ce qu'ils voulaient faire au départ. Donc bon, alors on se dit, mais quel est le sens donc de leur affaire, sinon faire souffrir les gens? Eh bien, Macron ne veut pas perdre. Macron est capricieux. Macron est le président, et dans la 5e République, le président peut bien faire ce qu'il veut en tentant le rapport de force avec le pays. Qu'il le tente! Qu'il le tente! Et je trouve assez lamentable, car la situation est bloquée certes à cause de ce personnage assez étrange que nous avons à l'Élysée, mais également du fait des députés macronistes qui se sont lamentablement écrasés, alors qu'en censurant le gouvernement, ils auraient pu défendre les droits du Parlement dans ce pays. Alors, que leur reste-t-il? Que leur reste-t-il? Puisqu'ils marchent sur le Parlement, ils marchent sur les syndicats,
Alors ça, c'est sûr, c'est des marcheurs de ce point de vue-là. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Que leur reste-t-il? La force. Il ne reste plus que la force. Je vois Christophe, là-bas, qui m'a parlé tout à l'heure de l'organisation d'un blocage au rond-point de Kervao, au niveau des frères Le Saint et tout ça, là. Frères Le Saint, SDMO. Eh bien, en un rien de temps, tout de suite, ils ont été dispersés, et dans des conditions qui ont été extrêmement dangereuses, puisqu'elle a enchaîné un mouvement de panique. Eh bien, je le dis, il faut que nous sortions rapidement de cette crise. Il faut que les macronistes reviennent à la raison et cessent l'usage abusif des forces, comme le dit Amnesty International. Nous alertons sur le recours excessif à la force et aux arrestations abusives. Comme s'en inquiète également le rapporteur de l'ONU, qui d'ailleurs a été sollicité par le groupe de la France Insoumise. Le rapporteur de l'ONU, attendez, sur le droit de réunion pacifique et d'association. Vous rendez-vous compte au point où nous sommes rendus? C'est-à-dire que l'ONU s'inquiète du droit de s'associer, de se réunir, de se rassembler en France. Il faut qu'ils se rendent compte, effectivement, de l'image dégradante qu'ils produisent de nous à l'international. Et disons-le bien, nous ne sommes pas cela. Nous ne sommes pas cela, et nous refusons de laisser aux macronistes le privilège, alors même qu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée, de définir ce que serait la France. Ce n'est pas ça, la France. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, et je pense qu'on peut le redire, vive la sociale, vive la République sociale, vive la grande histoire de notre pays, qui est celle de la conquête des droits. Et alors ici, voilà, comme local de l'étape, j'ai envie de dire, comme local de l'étape, je dis tout de même un mot de nos deux députés brestois. Alors Didier Le Gac, bon lui il est rive droite et puis ensuite sur le Léon. Paye ton restaurant. Voilà, mes parents sont à côté de la maison, donc ils ont le malheur d'avoir Didier Le Gac comme député. Et Gilles aussi, voilà. Bon, voilà, Didier Le Gac, bon ceci on n'est pas beaucoup mieux lotis ici. Mais bon, Didier Le Gac, je l'ai vu tout à l'heure. Oh, ouais, mais c'était un débat à la télé, enfin la télé locale, TBO. Et il a dit un truc complètement ahurissant. Un moment, on lui demande qu'est-ce que vous avez pensé, enfin c'est pas moi, c'est le journaliste qui lui demande qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de Macron. Il dit, un mercredi, je l'ai trouvé mauvais, mais en réalité, il a encore été davantage la veille, avec vous. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive à Didier Le Gac? Mais le lundi, il était où pour voter la censure, Didier Le Gac? Parce que ces gens-là, pour faire ouin-ouin sur le 49.3, on s'en a trouvé quelques-uns. Dès le samedi, dans la presse, à ouin-ouin, 49.3, ouin-ouin. Et lundi, plus personne pour voter la censure. Hypocrite! Tartuffe! D'ailleurs, parce que certains qui ont lu des petites musiques de discours de Mélenchon savent qu'il avait sorti ça une fois. Et j'en profite parce que Mathilde a reçu un SMS et Jean-Luc Mélenchon passe un grand salut à Brest. Et alors l'arseneur. Non, c'est pas gentil. Il n'est jamais là. Il était au marché dimanche. L'arseneur, il était au marché, parfois on le fait de façon alternée. Peut-être que, voilà, inconsciemment, on arrive à ne pas se croiser comme ça. Non, je rigole. Non, bon, il écrit quoi hier? Il écrit un truc invraisemblable. Parce qu'en fait, c'est des... Il y en a, c'est genre, bon, Didier Le Gac, on sait pas très bien ce qu'il pense, du coup, avec ce que je vous ai dit. Mais enfin, en tout cas, il n'a pas le courage politique de faire ce qu'il faudrait faire. Alors, l'arseneur, lui, c'est plutôt micro-Macron. Micro-Macron local.
qu'est-ce qu'il dit? J'entends les expressions de colère et même de haine. Alors il ajoute tout de suite, elles appartiennent à ceux qui les éprouvent. Oh monseigneur! Ah, nous sommes désolés d'éprouver des sentiments si vils qui vous semblent si détestables. Oh! Non, vous n'êtes pas venu en manifestation où ce que l'on sent, certes, c'est de la colère, vous la cherchez bien, mais c'est aussi de la joie et de la détermination vers le monde que nous souhaitons. Et alors ensuite il s'est mis, alors tout ça c'est un communiqué de presse, mais je crois qu'il n'a pas été repris par la presse parce qu'il a fait le même tous les jours. Du genre, ouais, député de l'ordre, ouin aussi. Et il écrit, il fait de la pub au meeting. Sympa. Bon, dommage, ça n'a pas été repris dans la presse. Mais enfin, on est nombreux, on n'a pas besoin de lui. Et il écrit Louis Boyard, voilà, et Mathilde Panot seront demain à Brest pour faire prospérer sur la colère populaire, il laisse à ceux qui les éprouvent la colère populaire. Pour faire prospérer sur la colère populaire, l'antiparlementarisme et l'état de droit. Non. Sérieusement, Guignol, avec les arrestations abusives, avec l'interdiction de se rassembler, avec le fait que vous passez en force au Parlement, nous sommes fiers de vous dire aujourd'hui dans le pays, nous défendons l'état de droit, nous serons Bon alors, quelle sortie s'ouvre devant nous? À part celles qui sont là déjà ouvertes. Quelle sortie s'ouvre devant nous? Dans le cadre de la 5e République, Mathilde l'a dit, il retire ou il revient aux urnes. S'il revient aux urnes, qu'on gagne 6e République. Ouais. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a fait rire en parlant de la monarchie républicaine. Effectivement, vous savez tous, et cela a été dit, que le roi Charles ne nous gratifiera pas de sa présence. We are so sorry, sir. Eh bien, un ancien ambassadeur britannique dit un truc invraisemblable. Franchement, parfois, et alors ces temps-ci, allumez BFM. De temps en temps, à dose modérée. Mais alors c'est rigolo, vous les voyez se décomposer. Mais ils sont nombreux, qu'est-ce qui se passe? Mais comment on va faire? Oh là là. Il y a une historienne qui a dit, oh, Benjamin Duhamel, qui est le fils de Nathalie Saint-Cric, alors là, c'est une grande famille au service du pouvoir. Eh bien, une historienne lui a dit, ben, finalement, à une autre époque, en 89, peut-être que vous auriez été éditorialiste sur Télé Versailles. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'il dit cet ambassadeur britannique? Il dit, une visite d'État, donc pour justifier l'annulation, doit être une célébration. Et les circonstances n'étaient pas réunies. Tu m'étonnes? Eh bien, nous l'inviterons. Lorsque la réforme des retraites sera rejetée, que nous ferons une grande fête dans le pays. Et alors, un petit conseil tout de même. Mais je sais que j'ai à peine besoin de vous le donner. Je vous ai parlé des éditorialistes, je vous ai parlé de certains pères la morale, Père Jean-Charles, c'est pas mal, après tout. Bon, de certains pères la morale, etc. Mais, recommandation que je nous donne à tous, ne nous laissons pas impressionner! Légitime, pleinement légitime! Et comme le disait le grand Jaurès,
Oh, si je veux faire une petite pitch supplémentaire, faisons-nous plaisir. Grand Jaurès que Didier Legac, ancien membre du Parti Socialiste, a sans doute oublié. Allez. Bon. Le Grand Jaurès disait, dans un texte sur la démocratie, le soulèvement des délaissés, des violentés, des exaspérés, peut bien à certaines heures secouer l'égoïsme des dirigeants. Et la voilà la souveraineté populaire, le voilà le peuple. Bravo, il aime bien manger, il aime bien les travailleurs petits et soumis, il aime bien les citoyens qui se taisent. Nous le disons, la France, la République, c'est notre conscience. Nous sommes des insoumis. Insoumis. Et alors, on a le droit aussi de vouloir sortir autrement que dans le cadre de la 5e République. Dans la 6e République dont je vous parlais, il y aurait par exemple un référendum révocatoire. C'est-à-dire que là, le méprisant à l'Élysée, celui qui n'arrête pas d'envoyer bouler tout le monde, à un moment donné, on pourrait convoquer un référendum pour dire « Oh là 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 là, je te le crois pas si tranquille. Si tu continues à insulter tout le monde, tu vas rentrer vite fait à la maison. » Alors regardez où ils en sont, tous ceux-là, là. Les macronistes et tout. Hier dans la presse, ils disaient un truc invraisemblable. D'ailleurs, je pense qu'on va leur envoyer toutes les vidéos de tous les rassemblements qui voient qu'en plus, dans les réunions le soir, il y a du monde. Parce que hier, ils disaient oh, on était surpris. On pensait que la mobilisation allait baisser. Eh bien, continuez comme ça, à ne pas vous rendre compte de ce qui se passe dans le pays que vous êtes censé gouverner. Continuez comme ça. On vous remplacera de plus aisément et plus rapidement. Le mouvement doit continuer. Il va continuer jusqu'à obtenir le retrait. Et il va continuer et s'élargir. Je vois bien des assemblées générales qui se créent dans tous les secteurs aujourd'hui. Je vois bien, par exemple, je disais que je bossais à l'université, qu'à l'université, ça s'organise avec une AG des personnels et des étudiants. Je vois que l'AG des luttes, elle essaie de prêter la main forte aussi à certaines actions. Je vois que l'intersyndicale est déterminée à continuer. Je vois que les syndicats organisent des blocages là où il faut, quand il le faut. Bravo à tout le monde. Et je vous dis également que demain, place de la Liberté à 13h30, il y aura un rassemblement contre la loi immigration de l'infâme Monsieur Darmanin. C'est de l'eau, ne vous inquiétez pas. Mathilde me demande de préciser que c'est de l'eau. Sinon vous allez vous dire ouh. Alors, tout cela pour vous dire que nous allons obtenir le retrait. Mais foncièrement, ce qui nous unit, y compris ce soir, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la perspective d'un autre monde. Oui, un autre monde est toujours possible, comme nous l'avons dit en juin dernier. Et oui, il se trouve une majorité dans ce pays pour le créer. 6e République, le 6e semaine de février. C'est ce qu'on aime le 6 à la France Insoumise. Voilà. Nous sommes le peuple. Nous sommes la foule. Nous sommes la multitude. Nous sommes bien tous les noms qu'ils voudront bien nous trouver. Car ils seront... Comme nous sommes La Provence. Nous sommes la Provence. Ouais, allez, la Provence. Allez. Et ici, c'est vrai. Alors voilà. De toute façon,
façon, quel que soit le mot qu'ils utilisent, ils n'auront toujours que le mépris à la bouche. C'est ça, ils sont comme ça. On ne changera pas. Alors voilà, nous sommes le peuple, nous sommes la foule. Fiers d'être la foule, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, au moment où je me suis rendu compte de cela tout à l'heure, lorsque on allait chez des amis avec Mathilde et Nicole, enfin voilà, que vous ne connaissez pas, mais... Ah, Nicole fait un travail remarquable en tant qu'imprimeuse, hein. Bravo à elle. Alors, il fait pas un travail remarquable. Ellie fait un travail remarquable également. Ouais. Et Thierry là aussi. Ouais, tout le monde. Bien, alors voilà. J'étais dans le récit conclusif sur la promenade, on se promenait. Et j'ai vu que les cerisiers étaient en fleurs. Parfois là on est dans les luttes, on est dans le boulot, on regarde même pas les cerisiers. Ce soir, et oui, le printemps arrive. Le printemps arrive et avec lui, la promesse de lendemain meilleur. Et puisque le président... Comment vous dites? Le printemps de la victoire. Ouais. Et alors, puisqu'il nous parlait de foule, l'autre, il m'est venu une petite chanson. Parce que la dernière fois, à Salle des syndicats, on avait fait le dernier grand rassemblement qu'on avait fait, c'était pendant la présidentielle, et j'avais cité l'âge d'or de Léo Ferré. Voilà. Bon là, c'est, on va dire, bon, non, je vais rien dire, c'est autre chose. Je sais pas si vous voulez chanter ou pas. Alors, foule sentimentale, attirée par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Il faut voir comment on nous parle quand même, non? Et ça continue, on nous inflige des désirs qui nous affligent. Ah bah tu parles que la réforme des retraites, le désir déguisé, il nous afflige pas mal. Ouais. Et là, alors là, on arrive encore plus sur un effet de contexte. On nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né. Pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Ouais!